Eh bien, on vous propose de découvrir aujourd'hui l'Historium de l'an 1000. C'est en fait un petit musée privé, j'ai envie de dire, qui a été installé par Madame Micheline Jensen. Vous êtes responsable de la ferme du chêne ici à Rany. C'est une belle ferme, hein, vous organisez régulièrement des festivités. Alors, ce petit historium, il est installé où en fait? Il est installé à l'endroit où se trouvait normalement la grange à Dîmes, qui a été détruite vers le XIVe siècle, parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes de nourriture, et suite à des mauvaises récoltes, etc. Et alors, les gens n'ont plus voulu amener la dîme à l'abbaye, et l'abbaye a démantelé donc la grange à Dîmes, et a alors construit la ferme de la cour à la place, avec une cour de justice en fait, pour punir les récalcitrants. Voilà. Alors, il y a aussi à l'entrée, hein, à l'extérieur, une maison en toit de chaume, là, c'est ça? Oui, c'est la maison du jardinier, du paysan en fait, hein. Donc nous construisons petit à petit en torchis avec du seigle pour le toit, etc. Donc on essaye d'en faire. Voilà. Alors, quand on arrive à l'entrée, tout d'abord, bon, la salle est très, très cosy, hein. Il y a un énorme panneau avec découvertes et inventions médiévales. On découvre plein de choses. Par exemple, les traités d'algèbre qui datent, j'ai vu ça quelque part déjà du X siècle. Xe siècle. Et puis, par exemple, on a commencé à utiliser le charbon dans l'industrie au XIIIe siècle. On apprend ça comme sur ce tableau en plan, plein de trucs, hein. Ah oui, tout à fait. Par exemple, ce que je dis souvent, parce que tout le monde a enfin beaucoup de gens, je vais dire, ont sur le nez ce qu'on appelle des lunettes. Mais ça, c'est une invention médiévale, hein, de moines copistes, en fait. Eh ben, dis donc, c'est assez... Alors après, quand on voit ça, quand on avance un tout petit peu, vous avez reconstitué un village et bien indiqué prière de ne pas toucher. Qu'est-ce que ça représente en fait? Ça représente un peu l'aspect qu'avait le village médiéval. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, avant l'an 1000, 9 habitants sur 10 étaient paysans et habitaient le village. Alors, vous évoquez aussi le travail annuel du paysan et les outils qu'il utilisait pour l'effectuer. Alors, ils utilisaient des outils différents en fonction des mois. Comment ça se passe exactement? Tout à fait. Donc là, nous voyons ce qu'on appelle le calendrier rusticana, hein, qui date bien sûr du Moyen Âge et qui représente un peu le travail mensuel du paysan, parce qu'évidemment, on suivait le cycle de la nature. Eh bien, ça va. Alors, il y a une entrée de château. On entre dans la cour, hein, du château. Alors, il y a différents métiers qui sont abordés, hein. Vous avez par exemple le métier d'armurier et de aubergier, c'est ça? Voilà, l'aubergier, c'était celui qui fabriquait les cottes de mailles. Donc, ce qu'on a voulu représenter, c'est qu'au moment où on a construit les villes, en fait, ou autour du château, d'ailleurs, même auparavant, il y avait donc des maisonnettes, il y avait des marchés, hein, et sur les marchés, il y avait des échoppes. Des échoppes d'artisans et de commerçants. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce travail qu'on a voulu représenter. Un travail qu'il ne faut pas oublier, c'est le métier de tisserand. Ah oui, tout à fait. Le tisserand apportait son travail de tisser au drapier, en fait. Donc c'était des métiers différents. Mais ce qu'on a voulu mettre sur l'échoppe du tisserand ou du drapier, c'est montrer un petit peu de quoi on se servait, comment on utilisait donc ce dont on se servait. Par exemple, on a les outils, hein, ici la quenouille, par exemple, les poids ici, hein, donc que l'on mettait autour, de quoi faire des galons, par exemple, la lucette avec laquelle on faisait les cordons. Alors, ce sont des artisans tisserands qui proposent ces formations, ces animations? Ce sont des drapiers, alors, à ce moment-là. Non, non, ce sont ceux qui montrent normalement, ce sont des personnes qui présentent aussi des ateliers scolaires. La plupart, ce sont des enseignants, hein. Voilà, on va passer à côté. Et là, évidemment, c'est un superbe endroit. C'est la calligraphie. La calligraphie, parcheminier aussi. On explique aussi comment se faisait le parchemin. En voici un, hein. On explique aussi pourquoi les moines avaient une tonsure. Ah oui, elle est belle la tonsure, hein. Oui, donc on la fait mettre, c'est assez amusant. On essaye toujours de recréer ça de façon amusante. Mais alors on voit aussi comment on fabriquait les couleurs pour l'enlumineur, hein. Donc nous avons à la fois les pierres semi-précieuses qui étaient utilisées, mais également tout le matériel, hein, donc. On passe à côté et là, on se retrouve avec l'espicier.
apothicaire barbier. Tout à fait. Donc, en fait, l'apothicaire, que nous appelons actuellement pharmacien, était un barbier au départ. Donc, c'était le même personnage qui faisait tous ces offices-là. Et donc, c'était lui aussi. Je vais vous montrer, par Oui, exemple. voilà, montrez-nous. Montrez-nous. C'était lui aussi qui opérait, Ah, il était également un médecin, un peu. chirurgien avant que l'ordre des chirurgiens ne n'apparaisse. Et alors, évidemment, bon, les travaux ont été bien réglementés, hein. Oui, mais c'est vrai. Notez que je voudrais pas me faire opérer par mon coiffeur quand même. Alors il y a aussi les vitraillés, hein. Tout à fait. La technique du vitrail est expliquée, ainsi que celle de la grisaille. Donc ici, on peut allumer, on voit apparaître alors ce qu'est la grisaille que l'on explique, hein. Ce sont les dessins faits sur le vitrail. Voilà. Et puis alors là, un petit peu d'occultisme, hein, parce que les compagnons bâtisseurs, c'est lié à la franc-maçonnerie, ça suscite quand même un peu de mystère. Oui, bien sûr, actuellement toujours, hein, puisque bon, ce sont d'ailleurs des compagnons bâtisseurs qui ont restauré donc la salle Tristan, hein. Et donc ça nous vient de très loin, le compagnonnage du Moyen Âge, bien sûr, où on a réglementé à partir de la naissance des villes, en fait, on a réglementé le travail. Ainsi, ce sont les compagnons qui ont réglementé ce qu'on appelait le travail au noir. C'est parce que on ne voulait pas que les gens, qu'on épuise les gens, et ils ne pouvaient pas travailler à la lueur de la bougie, en fait, hein. Donc voilà le travail au noir. Mais on voit aussi dans cette échoppe ce qu'étaient les mesures médiévales, hein. Donc on mesurait avec le corps, hein. C'était le seigneur du lieu qui déterminait avec son corps les mesures, ce qui fait qu'elles n'étaient pas les mêmes d'un endroit à l'autre, hein. Ce n'est qu'après la Révolution française qu'on a réglementé ça. Donc, Ah ben dites donc, on apprend plein de choses ici. Alors vous avez reconstruit une espèce de petite maisonnette, c'est ça exactement? oui, ce sont les maisons telles qu'elles existaient dans les villes, en fait, les maisons d'artisans, hein. Ici, nous avons un artisan cirier, par exemple. Donc, et là, on explique comment on s'éclairait, quels étaient les instruments d'éclairage. Voilà, donc quelqu'un peut se mettre dans la maisonnette et expliquer. Eh ben voilà. Alors on poursuit. C'est vraiment un beau petit musée. Est-ce qu'il est complètement terminé, Madame Hensens? Il n'est pas encore tout à fait terminé. Il me manque la partie art, en fait, au Moyen Âge. Donc là, on est occupé à essayer d'élaborer donc des objets d'art également, hein, des triptyques, etc. Et voir comment la peinture, la sculpture se présentaient au Moyen Âge. Donc, et tout cela, ça figurera, mais très très vite, mais pas tout de suite quand même. Ah ben il faut. Paris ne s'est pas fait en un jour, hein. Et, voilà. Oui. Alors qu'est-ce que vous présentez là? À une espèce de bouclier avec templier et tout là sur votre gauche là. Oui, oui. C'est pour le décorum ça. Eh bien, oui, ça c'est pour faire les quintaines en fait, hein. Donc, lorsque nous avons, ça ce sont celles des enfants. Lorsqu'ils viennent en atelier scolaire, il y a aussi donc des joutes à la quintaine, hein, parce qu'au Moyen Âge, il y avait quand même toute une discipline en fait qui voulait qu'on se dépasse. Et en fait, il y avait essayer d'atteindre le maximum de ses possibilités, chose qu'on a un petit peu perdue, je crois, à notre époque, et qu'on ferait bien de redécouvrir, hein. Alors il y a ici une espèce de baignoire, une espèce de bassine là. Oui, tout à fait, pour expliquer que au Moyen Âge, en fait, c'est sur l'hygiène également. On se lavait, hein, au Moyen Âge. C'est aussi un cliché qui nous est venu. D'ailleurs, le mot savon vient du Moyen Âge, de la saponnaire que l'on utilisait aussi. Ben, dites donc, on apprend plein de choses ici. Alors, vous reconstituez quand même certaines petites villes, les châteaux forts, les cathédrales, etc. Oui, ici, donc, nous avons des maquettes de quatre présentations de construction médiévale, le village médiéval, le village viking également, hein, qui existait aussi, la ville au Moyen Âge, l'abbaye et le château fort, hein. Donc, ce sont pas mal de constructions médiévales donc Mais viennent qui de nos subsistent ancêtres. encore quand même, ces châteaux. Ils étaient vachement solides, Oui. ces abbayes, etc. Tout ça reste, hein. Bien sûr, ils nous ont légué pas mal de choses. Je pense qu'on devrait aussi penser à nos constructions à nous, qu'elles puissent passer à la postérité. Ça, c'est un autre débat.
Voilà, alors ici vous avez reconstitué aussi une abbaye. C'est l'abbaye de Fontenay, c'est ça? C'est tout à fait cela, l'abbaye de Fontenay, en fait, donc qui nous permet de voir que l'abbaye, en fait, a joué de grands rôles au Moyen Âge, qu'elle était, en somme, tout comme une petite ville en soi, hein, où on trouvait des artisans, où on trouvait de tout, en fait. Voilà, et puis on termine la visite. Alors en découvrant toute une série de mots, c'était en fait le vocabulaire militaire, ça. On pense au trébuchet, le couillard, la balise ou l'arbalète à tour, la catapulte. Alors le couillard, c'était quoi? Le couillard, comme vous le voyez, en fait, c'était un engin médiéval, hein, à contrepoids et à balancier, pour évidemment lancer Des charges oui, importantes. des Hein. charges. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça avait une portée de 180 mètres et ça pouvait lancer jusqu'à 80 kilos. Bon, ben, dis donc, et alors jusqu'à 10 tirs par heure. Alors parfois ce qu'il lançait, c'était des cadavres ou des... Oui, 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 jamais de l'huile. Hein. Ça, je le dis parce que bon, souvent on disait qu'on lançait des châteaux forts de l'huile ou bien de l'huile bouillante. C'est pas vrai. Ça, Hein. c'est hollywoodien. Ça. Alors il y a le trébuchet, c'est à peu près le même principe. Oui, mais le trébuchet avait une plus grande portée en fait. Hein. Donc le trébuchet avait une portée jusqu'à 220 mètres et pouvait lui lancer des boulets, enfin des pierres jusqu'à 125 kilos. Alors la baliste ou l'arbalète à tour. Oui, elle existait déjà depuis l'Antiquité. Hein. Les Romains l'utilisaient, mais on l'a utilisée également au Moyen Âge. Hein. Donc c'est une arme, une arbalète évidemment qui avait une grande force, une portée jusqu'à 300 mètres. Et évidemment le carreau qu'on y mettait, c'était pas le petit carreau de l'arbalète, c'était une espèce de lance. Hein, alors, mais qui pouvait transpercer. Plusieurs hommes même. Oui. Hein, donc, Ouais, vous avez la catapulte. Alors est-ce que tous ces petits engins fonctionnent ou pas? non, ces petits engins donc sont tout à fait faits de façon à les reconstituer comme à l'époque, mais donc ils ne fonctionnent pas, ils sont trop délicats. Mais rien ne vous empêche un jour d'imaginer la construction, pourquoi pas, d'une petite catapulte et de faire quelques expériences à l'occasion de fêtes. Ah oui, mais nous avons un trébuchet plus petit évidemment que nature hein, chez nous, mais qui peut quand même fonctionner là. Eh ben voilà, en tout cas, Madame Hensens, félicitations pour ce musée. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à, je dirais, développer la partie art. Voilà, donc quand C'est j'aurai... énorme l'art au Moyen Âge. Ah oui, évidemment. Donc, ça va de la joaillerie, évidemment, à la sculpture, donc la peinture, plein de formes Alors, d'art. en dehors de votre ferme, vous avez aussi un jardin, le jardin de la sorcière ou le jardin de Hildegarde. Hildegarde qui était une célèbre botaniste, si je me... Oui, Hildegarde, c'était une moniale, donc, mais qui a été pas que botaniste en fait. Elle était en fait, ce serait à la fois, elle cumulerait hein, le pharmacien, le philosophe, l'écrivain, la poète, la musicienne. C'était vraiment une femme du Moyen Âge, mais qui a apporté énormément de choses, qu'on redécouvre encore actuellement. Oui, alors dans ce petit jardin, il y a un jardin où on découvre un certain nombre de plantes, plantes importantes qui, sur un plan pharmaceutique, sont encore utilisées de nos jours. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que la cuisine médiévale, en fait, était une cuisine de santé. Les recettes avaient été promulguées par l'école de Salerne au départ, qui voulait utiliser la cuisine pour soigner les gens, somme toute, hein, en forme de prophylaxie de maladies. Et donc l'inclusion des plantes et des herbes que l'on consommait était vraiment recherchée. Par exemple, on n'utilisait pas l'épinard que l'on connaissait depuis les Romains parce que l'épinard s'oxyde à l'air et on le remplaçait par le Chénopode Bon-Henri ou la Patience des moines, en fait des légumes qui existent encore actuellement mais que l'on délaisse croyant que c'est une mauvaise herbe ou que ce n'est pas comestible. On dit souvent qu'il y a de bonnes herbes, mais elles poussent au mauvais endroit. C'est souvent ce qu'on dit. Oui, voilà, je crois aussi très fort à cet adage-là. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'époque du Moyen Âge, c'est l'époque aussi des croisades et qu'il y a eu des échanges avec
Bon, il y a eu des guerres, d'accord, mais il y a eu des échanges commerciaux entre ces différentes zones-là et la nôtre. On a découvert, par exemple, on nous a ramené l'échalote, par exemple, ça vient de ça. Hein. Tout à fait, et pas mal de choses nous sont venues des croisades. Les croisades ont joué un rôle aussi primordial dans les apports que l'on pouvait avoir, parce qu'à l'époque, évidemment, pour avoir des contacts avec donc les autres continents, il fallait attendre longtemps. Hein. Donc voilà, mais les croisades nous ont apporté beaucoup. Voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur le site internet fermeduchesne.be. On a mis d'ailleurs un lien en commentaire. Merci.